Bienvenue au bâtiment G. Bon, monsieur, allez bien. Monsieur. Stéphane Mercurio sur Pure Channel pour parler du documentaire À l'ombre de la République. Merci beaucoup Stéphane, c'est un plaisir de parler avec vous. On est à quelques heures d'une avant-première et tout ça, j'imagine que la pression est assez forte quand même, il faut le dire. Bah oui, parce qu'en plus c'est pas super simple de faire passer 2 heures en prison à des gens, juste en payant leur place, donc voilà, j'espère qu'ils viendront. Mais c'est une expérience, je voudrais commencer et introduire là-dessus. Ce film et ce documentaire est une expérience et il est extrêmement touchant pour plusieurs raisons. D'abord, vous suivez des contrôleurs, les contrôleurs des prisons dont on apprend l'étendue de la fonction en voyant votre documentaire, qui sont eux-mêmes très touchants, on va reparler du casting. Et ensuite, il y a quand même un fil rouge qui est très fort en suivant ces gens-là, c'est qu'on a l'impression que la République, malgré un constat d'urgence et beaucoup de choses dont on va parler, la République continue de protéger ses citoyens via ces personnes-là. Je ne sais pas comment vous le formulez autrement, c'est extrêmement rassurant de voir le travail de ces gens-là et c'est très touchant. Pendant 2 heures, c'est extrêmement fort. Est-ce que c'était déjà un fil rouge que vous cherchiez? Alors, en fait, le contrôle a été nommé pour être en conformité avec un protocole des Nations Unies qui oblige les pays membres à mettre en place un mécanisme de contrôle. Ensuite, c'est vrai que c'est rassurant, et vous n'êtes pas le premier à me le dire, de voir aujourd'hui des gens qui croient en des choses, qui prennent au sérieux leur mission, qui la font avec sérieux. Et qu'en plus, ces contrôleurs ont quand même une alliance assez curieuse, à la fois de grande rigueur, de méthode. Voilà, c'est des gens extrêmement précis et en même temps de grande humanité. C'est ce que vous disiez à l'instant, il y a quand même 2 choses quand on voit les contrôleurs travailler. La rigueur, on les voit mesurer les cellules, la taille des lits, l'emplacement par rapport aux cuvettes, tout ça est extrêmement précis, même dans leur travail de suivi des équipes pénitentiaires. Mais par ailleurs, ils donnent quelque chose dont les prisonniers semblent manquer terriblement, c'est une écoute, une vraie écoute. Et tout leur travail, ils le font avec énormément de sensibilité. Je ne sais pas comment vous avez choisi le casting, vous avez choisi les gens que vous avez suivis, mais... Non, après, bien sûr, on a des affinités plus ou moins avec des gens, mais en fait, je dis que ça allie des choses un peu étonnantes, mais je crois que c'est conforme à ce qu'est Jean-Marie Delarue, qui est donc, en fait, l'État n'a pas créé un contrôle, mais a créé le poste de Jean-Marie Delarue. C'est lui qui est nommé par l'État. Et lui allie ces deux qualités-là, de grande humanité et de rigueur. Et donc, je ne sais pas, il a dû probablement choisir des gens qui lui ressemblaient assez. Et c'est vrai que leur fonction d'aller dans les lieux d'enfermement pour contrôler les droits fondamentaux, pour moi, du coup, c'était une porte d'entrée sur ces lieux qui était, me semblait très pertinente. Arriver dans les lieux d'enfermement et essayer de voir où on en est des droits fondamentaux, voilà, c'était le fil rouge du film, du coup, forcément, enfin, sans question. Il faut préciser d'abord que tous les contrôleurs viennent d'une manière ou d'une autre du milieu carcéral ou de la justice. Ils ont tous été fonctionnaires, c'est l'impression qu'on a. En tout cas, il y a des avocats, il y a des anciens matons, il y a des aumôniers, mais ils ont tous cette qualité d'écoute et cette bienveillance par rapport aux prisonniers qui est extrêmement forte dans tout le film. Oui, non, c'est vrai qu'ils ont cette qualité-là et du coup, il y a une parole qui est libérée parce que quand on est écouté, on parle, mais quand on est écouté vraiment, pas quand on est écouté de façon distraite, quand on est écouté vraiment, on parle vraiment. Et voilà, du coup, on a cette parole très précieuse parce qu'on l'entend jamais. Des prisonniers de l'intérieur, du cœur de l'enfermement, ou des malades du cœur de l'enfermement, c'est-à-dire des chambres d'isolement, des cours de promenade, des quartiers disciplinaires, enfin des lieux où peu de gens rentrent, voire même personne ne rentre. Une cour de prison, aujourd'hui, plus personne ne rentre dedans. Hein. Les surveillants, ils n'y vont pas en général. Donc là, c'est vraiment... on est au cœur de l'ombre de la République. Et les contrôleurs, eux, se baladent dans tous les lieux avec on a l'impression en tout cas, une liberté totale de mouvement. Dans les échanges, il y a une douceur qui est très forte à l'image, parce qu'on imagine que c'est des gens qui ont pour certains eu des comportements violents. Et là, on découvre des prisonniers
doux et qui lutte surtout contre l'oubli, en fait. C'est la sensation que j'ai eue moi en voyant le film, que la lutte première, c'était, y compris d'eux, s'oublier eux aussi, mais... Alors, ça tient probablement au rapport qu'ils ont avec le contrôle, mais ça tient aussi à autre chose, je pense, c'est à l'idée qu'on en a. C'est-à-dire qu'on a l'idée de bêtes fauves enragées, excitées, qui disent un peu n'importe quoi. Voilà, au mieux de petits jeunes de banlieue super excités, au pire de bêtes fauves monstrueuses. Et du coup, on ne s'attend pas à voir des gens qui argumentent, qui pensent, capables d'une réflexion, capables de... Voilà, qui parlent de leurs conditions avec intelligence. Et c'est peut-être ça la première fonction du film, finalement, c'est de ramener du côté des hommes, hein, des gens que le discours ambiant relègue à l'état de, je ne sais pas très bien quoi, de quelque chose de monstrueux. Et tant que c'est quelque chose de monstrueux et que ce seraient des gens monstrueux, finalement, peu importe ce qui leur arrive. C'est ce que je disais, c'est peut-être ce que vous dites là, c'est touchant parce qu'on s'identifie aussi à ces personnes absolument, alors que dans l'imaginaire, on s'empêche même de s'identifier à quelqu'un qui aurait commis un meurtre. Ça change juste que finalement les gens qui ont commis des meurtres ou qui ont des grandes longues peines, ce sont quand même une toute petite minorité. Hein. C'est-à-dire qu'on est à on va dire 5000 personnes, il y a 600 perpétuités, on a 65 000 détenus en France. Hein. Voilà, donc il y a quand même 60 000 personnes, voilà, qui vont pour des choses moins graves, voire des choses pas forcément très très graves. Qu'est-ce que vous avez découvert en étant comme ça immergé? Vraiment, quelles ont été vos surprises ou même les choses qui vous ont ulcéré ou rassuré au contraire? Il n'y a pas grand-chose de rassurant en prison parce que, voilà, après il peut y avoir des histoires qui marchent plutôt bien ici ou là, mais la question, c'est pas celle-là, c'est celle d'un système. Et donc, le système, il est construit quand même pour broyer, pour empêcher l'autonomie, la responsabilisation. Donc, les gens sortent broyés de là, donc, avec peu de capacité à se réinsérer. Donc, on a vraiment l'impression... Enfin, moi, je suis ressortie avec le sentiment que la prison fabriquait plutôt l'insécurité de demain. Voilà, qu'autre chose. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, après, tout le reste est surprise et est assez violent. Les salaires des gens qui travaillent, c'est entre 1,67 € et 2,18 €. Celui qui est constaté par les contrôleurs sur les fiches de paye. Pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire et aussi le constat d'urgence, il y a quand même quelque chose de très fort, c'est ces contrôleurs, malgré leur travail et leur volonté, semblent tout à fait impuissants sur les vraies questions. On les voit noter, ils font remonter, et j'imagine que c'est le cas, et le contrôleur de la rue a l'air extrêmement sérieux dans son travail, mais on sent quand même latent, pour l'instant, une certaine impuissance à changer le fond du système dont vous parliez. Alors, ils peuvent faire changer des choses dans l'immédiat, dans la prison, des choses qui ne respectent pas le droit, des situations individuelles, parce que quelqu'un ne peut pas téléphoner ou n'a pas accès à sa famille ou est avec un psychopathe dans la même cellule. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui changent et qui changent vraiment la vie des gens. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas accès à son argent, par exemple, parce qu'il y a des trucs kafkaïens en prison sans arrêt, c'est quand même l'enfer. Hein, voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent changer, des recommandations plus globales au niveau de la prison sur c'est pas le secret de pouvoir téléphoner sans être écouté par les autres détenus. Enfin, bon, donc il y a des choses comme ça assez importantes. Ensuite, il y a des choses qui relèvent de changements de politique, et ça, c'est pas du contrôle. Le contrôle peut dire qu'il trouve que les nouvelles prisons sont inhumaines et que c'est pas une bonne idée de construire d'énormes prisons comme ça, tout à fait déshumanisées. Ça, c'est un choix politique, et le contrôle ne peut rien faire là-dessus. Voilà. Il peut juste propager cette idée-là, la faire connaître. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des politiques par rapport à la prison sur cette campagne? Malheureusement, j'ai écrit un texte là-dessus
disant que la pensée politique pendant la campagne autour de la prison était au degré zéro de la pensée, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, mais qu'effectivement, c'était peut-être pas plus mal qu'il n'y ait rien, parce que dès qu'on voyait quelque chose arriver, c'était forcément de cet ordre-là, donc d'utiliser un fait divers spectaculaire et de renvoyer voilà, la prison et d'enfermer de plus en plus les gens de plus en plus longtemps. Donc il faut avoir en tête quelques chiffres. Voilà, on était à 32 000, je crois, ou 34 000 détenus dans les années 70. On est passé à 62 000 dans les années 90. On est à 65 000 aujourd'hui. On construit 20 000 places de plus, donc on se profile le chiffre de 80 000 détenus. On suspend la condition, on accorde de moins en moins de conditionnel, alors qu'on sait que la conditionnelle favorise la réinsertion. Les peines se sont considérablement allongées, là où elles étaient de 10-15 ans, elles sont de 20, 25, 30 ans aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que même si on se place, parce que c'est le seul point de vue qui semble être adoptable aujourd'hui du point de vue de la victime, la question c'est peut-être qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes demain. Et si on ne veut pas qu'il y ait de nouvelles victimes demain, il faudrait que les gens qui rentrent en prison en sortent pas plus pauvres, plus fous, plus malades, plus enragés, plus désespérés, plus incultes, plus désocialisés. Voilà. Si on fait ça, ben on construit la violence de demain. Et je crois que vraiment... Et cette augmentation constatée en France ne correspond absolument pas à l'augmentation de la délinquance. Hein. On n'a pas plus de détenus parce qu'il y a une violence incroyable. Il y a plus de détenus parce que, je ne sais pas, au lieu de faire du social, on fait du pénal. Justement, vous posez la question de manière très claire, c'est à l'île de Ré, me semble-t-il, la pertinence des peines de longue durée. Vous avez rencontré ces gens qui sont condamnés à 15, 20, 25 années d'emprisonnement, la perpétuité. Quel est votre sentiment là-dessus? C'est-à-dire, quelles sont les options pour quelqu'un qui a passé 20 ans en prison et qui s'apprête à en passer encore 10? Voilà, d'abord, je voudrais dire que moi, les perpétuités que j'ai rencontrées, c'était pas l'image qu'on en a. Hein. C'est-à-dire que c'était pas des gens qui avaient découpé les enfants en rondelles après les avoir violés. Voilà, il y avait eu des braquages avec une mort. Les gamins, c'était des gamins de 18 ans. Voilà, je dis pas qu'il faut pas les condamner. La question n'est pas celle-là. Mais bon, peut-être qu'à un moment, on a droit à une deuxième chance. Que quand on a 18 ans, voilà. Et peut-être qu'à un moment, on peut changer, on peut avoir compris des choses. Moi, ça fait 10 ans que je suis en prison, je peux vous garantir que personne ne s'occupe de moi. Mais ce moment-là, il ne dure pas 20 ans. Merci beaucoup Stéphane Mercurius, c'était un plaisir. Il faut aller voir ce documentaire À l'ombre de la République, vous y apprendrez beaucoup de choses. Et puis, je l'ai dit plusieurs fois, c'est aussi un film qui est extrêmement touchant par tout ce qu'il montre. Je vous remercie beaucoup, c'était un plaisir de parler. J'espère que ce film retrouvera son public. Merci Stéphane. Si vous tuez l'espoir, vous tuez l'homme. Il en ressort pire. C'est tout simple. Vous créez des fauves. Vous créez des fauves.